Et c'est parti. Dites-moi si... dites- Bonjour à tous. Dites-moi si le son va bien, tout ça, parce que j'ai eu quelques petits soucis, c'est pour ça que j'ai un peu de retard. J'ai eu des problèmes de micro, des trucs comme ça. Comment ça va bien? Son nickel, parfait. Bon. Alors, j'ai pas fini de configurer deux trois trucs. Tac, décaler ça là. Tac, tac. Holy shit. Je me suis préparé un plan, mais c'est pas le plan le plus synthétique du monde que je viens de faire. Ok. Bon, j'ai rien lancé, donc j'espère qu'Abzu va bien marcher, puisque je l'ai désinstallé, réinstallé de manière à être sûr d'avoir une partie nette, complètement clean. Donc on va partir sur une partie clean. Alors voilà comment ça va se passer ce soir. On va parler donc poisson électrique, comme prévu. Je vais diviser en deux parties. Je vais faire une première partie juste sur l'électrolocation, c'est-à-dire comment il se repère dans l'espace grâce à ça. Déjà comment ça marche un peu, les différents types, parce qu'il y a différents types. Et puis après, on traitera un petit peu plus de la façon dont ils communiquent entre eux, même si en fait ça n'a pas été forcément énormément craqué ni énormément étudié. Salut Kiwitool. Pendant ce temps-là, on va jouer à Absu. Absu qui est un jeu assez contemplatif que j'ai commencé et j'ai pas eu l'occasion de le finir. Mais salut Kanibanouk. J'ai pas eu l'occasion de le finir parce que je suis un âne, parce que je fais trop de trucs aussi, mais c'est vraiment un jeu qui est splendide, hyper contemplatif, jeu de plongée, voilà. Donc, ça fait hyper longtemps que j'y ai joué, je me souviens plus des tout, je me souviens plus de rien. Donc on va progressivement découvrir ensemble. Tac. J'étais un peu à la bourre sur mes préparations, donc n'hésitez pas à dire s'il y a quoi que ce soit au niveau son qui va pas. Hello, blab. Salut. Ok. Alors, comme d'habitude, ne vous étonnez pas si je bouge régulièrement, parce que mon chat est dehors, donc je la surveille. J'ai déjà sauvé une musaraigne et une grenouille depuis hier. Je vais lancer un tout petit peu le jeu et puis je commencerai à parler après, le temps de revoir un peu les commandes. Bisous. Alors si jamais vous avez des questions sur les poissons, je suis pas aquariophile non plus, ni ultra spécialiste. Mais par exemple, ça c'est un mérou. Euh, Il y a une page Wikipédia où vous avez absolument tous les poissons par niveau qui sont dans le jeu. Donc c'est beaucoup beaucoup de poissons marins. Enfin, c'est même exclusivement, je crois, des poissons marins. Ah, on a un gros mérou qui ressemble à un mérou Goliath peut-être. Ah oui, non, il faut que je monte. Ah, j'ai accroché le mérou. Ah, bah c'est pour ça qu'il restait vers moi.
Fini tutoriel et j'attaque. Je laisse comme ça le temps où j'en arrive. Il est vraiment splendide ce jeu, même si j'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut que je fasse. Bon, a priori le tutoriel est fini. Ah, un requin. Alors, si ma mémoire est bonne, les statues requins comme ça ont des espèces d'achievements où il faut méditer dessus. Ah mince. C'est quoi que t'appelles back button alors? Ah non, d'accord. Un truc là-bas. Bon, tout le monde est prêt? Allez, on va aller par là-bas, à mon avis c'est par là-bas, et puis ça parlait un peu. Oh tiens, il y a un petit bonhomme. Ah, on n'a pas fini le tutoriel alors. Je vais surveiller mon jeu. Alors, il va y avoir un truc à faire avec ça. D'accord, donc les touches sont assez minimalistes fondamentalement. Ce qui est mieux pour des jeux comme ça. Oh! Grand blanc, Carcharodon Carcharias. On va faire des bisous. Oh, des murènes. J'en ai murènes. On a des mérous, des murènes. Tiens, je pourrais revenir pour parler de la chasse coopérative entre les mérous et les murènes. Donc les murènes sont plutôt des poissons de crevasse, plutôt des chasseurs nocturnes, selon les espèces, en tout cas les murènes géantes. Donc on ne devrait pas les avoir en train de se balader en plein jour comme ça. Est-ce que tu connais le bon travail de Garrison sur l'éthologie marine, tout support confondu? Qu'est-ce que tu appelles l'éthologie marine? Parce que ça comporte les crustacés, ça comporte les cétacés, ça comporte les invertébrés, enfin les mollusques. C'est pas un poisson, je crois, c'est mon robot personnel. D'une manière générale, il n'y a pas beaucoup, à ma connaissance, de bons travaux de vulgarisation sur les animaux marins. Il y a ce qu'a fait Balcombe, Photofishnaus, qui a été traduit, je crois, aux éditions La Plage. Ce qu'un poisson sait, je crois, la traduction. C'est pas très heureux, mais enfin bon, de toute façon, le titre rendait pas la traduction très heureuse. Ok, bon, puis on va sortir du premier niveau, et puis on va attaquer l'histoire. Alors paradoxalement, on va être dans un univers très très marin, avec des poissons marins en priorité. Et on va finalement quasiment pas parler de poissons marins. On va parler quasiment que poissons d'eau douce. Alors, il faut savoir que le sens électrique des poissons, donc le fait de pouvoir capter, oh c'est joli, le fait de pouvoir capter leur environnement par le biais de l'électricité, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, on suppose, était présent chez les tout premiers poissons. Simplement parce que les requins, les raies, toute la famille des cartilagineux qui sont donc séparés depuis très très longtemps des autres souches de poissons, on possède tous. Tous et toutes. Ce qui irait bien dans le sens qu'en fait, c'est vraiment un bagage originel qu'avaient les vertébrés. Et c'est quelque chose qui s'est perdu après à la sortie de l'eau. Très probablement. Après, tous les poissons n'en ont pas. Et là, on parle vraiment que de la réception passive, c'est-à-dire pas de la génération de courant électrique. Donc la réception passive, on la retrouve chez pas mal d'espèces de poissons différentes, alors notamment les poissons cartilagineux, on retrouve aussi chez les poissons-chats. La plupart du temps, ce sont des poissons qui donc ont des récepteurs. Alors, je suis pas persuadé de la traduction en français, je pense que ça doit être ampulaire, ampulari en anglais, qui sont des récepteurs qui sont extrêmement sensibles. Vous prenez par exemple un requin, il est capable de percevoir une proie. Il est capable de percevoir une proie uniquement par les
impulsions électriques produites par les contractions musculaires de cette proie à une quarantaine de centimètres. Donc c'est hyper impressionnant. Alors on a quelques non-poissons qui sont capables de faire ça. Typiquement l'ornithorynque. L'ornithorynque a des récepteurs électriques très très fins. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on sort de l'eau, bah, c'est perdu. Parce que l'air est un mauvais conducteur. Donc concrètement, on se retrouve avec... des poissons qui ont ces récepteurs ampulaires qui sont donc très sensibles, mais qui se limitent à des fréquences assez basses, c'est-à-dire en gros de 0 à 60 Hz, un truc dans ces eaux-là. Donc c'est pas... c'est très bien, mais ça ne capte pas la totalité du spectre. Et on a ensuite un sens électrogène qui s'est développé chez deux familles complètement séparées des poissons d'eau douce. En fait, c'est quelque chose qu'on voit apparaître chez des poissons qui vivent dans des endroits assez obscurs. C'est-à-dire soit que ce soit des poissons plutôt nocturnes, soit souvent c'est parce que c'est des poissons d'endroits où il y a beaucoup de terre, beaucoup de minéraux en suspension dans l'eau. Et en fait, le sens électrique a évolué, le sens, alors pas la réception, mais le fait d'être capable de produire un champ électrique, c'est quelque chose qui a évolué indépendamment chez des poissons africains et chez des poissons américains. Et en fait, ils n'ont pas d'ancêtres communs qui auraient ce sens-là à l'origine, donc c'est vraiment une convergence évolutive. D'ailleurs, on se rend compte que leurs sens électriques ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, les poissons américains, donc typiquement l'anguille électrique, on va y venir, les poissons américains possèdent un seul type de récepteurs électriques, qui sont des récepteurs tubéreux. Et en revanche, les poissons américains, eux, ont deux types de récepteurs. Un qui sert à l'électrolocation, à repérer l'environnement, et l'autre qui sert à la communication. Donc c'est les morbiromastes pour la communication, et puis c'est le Knollenorgan, alors on va beaucoup parler allemand ce soir, c'est le Knollenorgan qui sert lui à repérer les messages de communication. Ce qui est super bordélique pour les gymnotiformes. Mon Dieu! Ok. Alors, c'est pas spécialement agressif, un grand blanc normalement. Très bien. Soit, je vais peut-être faire demi-tour, alors on va rentrer. Donc oui, c'est beaucoup plus problématique pour toute la famille des poissons américains, les gymnotiformes, pour la simple et bonne raison qu'ils ont un seul organe récepteur pour tout faire, c'est-à-dire pour détecter les signaux d'électrolocation et de communication, ce qui nécessite des capacités d'analyse complètement démentielles. Alors je vais m'arrêter une seconde sur le cas de l'anguille électrique. Donc l'anguille électrique, qu'on appelle une anguille, n'est pas du tout une anguille. L'anguille électrique appartient typiquement à la famille des gymnotiformes. Elle a tout son truc à part, c'est Electrophorus electricus, son nom scientifique, elle est toute seule là-dedans. Et c'est un poisson qui a la particularité d'avoir des récepteurs ampulaires, donc sur les basses fréquences, mais aussi des récepteurs de haute fréquence, des récepteurs tubéreux, et en plus elle peut générer elle-même son champ électrique. Donc c'est un redoutable prédateur pour les poissons électriques américains parce qu'elle peut capter leur haute fréquence d'électrolocation, parce que les poissons uniquement avec des détecteurs ampulaires, par exemple les poissons-chats, ne peuvent pas repérer les poissons électrogènes, c'est-à-dire les poissons qui produisent eux-mêmes leur électricité. Ils produisent leur électricité à des fréquences beaucoup trop hautes pour le poisson-chat, par exemple. Un récepteur ampulaire va s'arrêter à 60 Hz. On va avoir des fréquences à 3, 4, 500 Hz chez les poissons électrogènes. Mais l'anguille, elle peut chasser les poissons électrogènes puisqu'elle les repère, vu qu'elle a le même truc. Donc une anguille électrique, c'est un poisson qui respire à l'air libre. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'explorateurs et même de personnes qui se baladent dans ces zones-là qui ont des mauvaises surprises. Est-ce que ça arrive qu'elle se repose, qu'elle dorme dans des espèces d'abris qui soient semi-immergés, mais avec un peu de terre dessous sur lesquels on pourrait marcher? Alors, grande question, est-ce que si vous marchez sur une anguille électrique, vous mourrez immédiatement? Alors, non, sauf si vous avez le cœur fragile. On a 600 volts à peu près dans un choc d'anguille, mais on n'a que 2 ampères. Donc, mais vous allez bien ramasser quand même. Pour vous donner une idée, j'ai pris une vidéo, attendez, hop, je vais l'afficher. Tac. Ah, pourquoi elle ne s'affiche pas? Ça devrait arriver dans une seconde. Là.
Tac. Ce qu'on voit là, c'est une étude sur les anguilles électriques. Le bras que vous allez voir dans l'eau, c'est un bras qui donc n'est pas un vrai bras, c'est un bras qui contient des LED, donc des petites ampoules, qui ne sont éclairées par rien d'autre que le champ électrique de l'anguille. On se rend compte aussi que l'anguille sort de l'eau et qu'elle colle l'élément de manière à envoyer des décharges. Donc là, c'est l'anguille uniquement qui allume ses courants. Évidemment, on n'est pas à vitesse réelle. Donc, je vous l'épargne, mais on a une vidéo en temps réel après. Ça va extrêmement vite. Non, ça donne pas envie de la toucher. Il y a des vidéos sur Internet, on voit des gens la toucher. Il y a une vidéo que je vous épargne, c'est ce que j'allais dire, où on voit un crocodile qui chope une anguille, et une anguille électrique, et les deux meurent. Il se prend une décharge de fou. Voilà la vitesse réelle, ce que ça donne. Il y a moyen de bien ramasser, quoi. Hop, on va remettre le jeu. Donc voilà, l'anguille, c'est pas bisou. Hein, dans l'ensemble, c'est pas très bisou comme bestiole. Ok, dans la vidéo. Tac, je reviens dans le jeu. Voilà. Tac. Un peu laborieux. Donc voilà, et les anguilles font donc partie de ces poissons gymnotiformes américains. Donc comment ça marche le système électrique? En fait, c'est une espèce de système qui ressemble à la ligne latérale, donc qui est la ligne chez les poissons qui permet de repérer son environnement par la pression hydraulique. Donc en fait, faut imaginer ça, c'est des lignes d'électrocytes en série, donc c'est des cellules électriques qui sont mises en série et ensuite en parallèle les unes par-dessus les autres. Donc c'est un petit peu comme des piles dans une lampe torche, si vous voulez, mais qu'en plus on remettrait en parallèle. Sachant que les poissons marins ont besoin de pouvoir générer énormément d'électricité, parce que l'eau salée est moins moins conductrice, et que les poissons... Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi tranquille. Et que les poissons d'eau douce, eux, ont beaucoup moins d'efforts à fournir pour pouvoir produire leur système électrique. L'anguille est par genre complètement crevé après avoir refait une telle décharge. Non, en fait, ça leur coûte quasiment rien en énergie. Ça coûte quasiment pas d'énergie parce que c'est des échanges d'ions, enfin c'est un petit peu compliqué comme truc, mais absolument pas nécessaire en fait. Enfin ça demande très très peu d'énergie. Et on verra que heureusement, parce que je vais en parler dans 2 secondes, il y a différents types de poissons, il y en a qui déchargent en permanence. Donc si ça leur coûtait l'énergie, ils seraient morts en permanence. Alors même si eux c'est des champs beaucoup plus faibles que ceux de l'anguille, mais en réalité c'est pas des trucs qui leur demandent beaucoup d'efforts. Donc la grande particularité, je vais vous le montrer parce que j'ai fait je vous ai gardé de côté des illustrations. Une des grandes particularités que l'on a entre les gymnotiformes et les mormyridés, donc les mormyridés c'est les versions africaines, c'est ça. C'est-à-dire que l'organe électrique avec les électrocytes sur un mormyridé se situe à la base de la queue, comme on peut le voir ici. Alors que sur les gymnotiformes, ça se situe sur la longueur totale du corps. Ce qui fait que la vie de ces poissons américains est rapidement problématique. Parce que leurs récepteurs sont sur tout le long du corps, et leur élément électrique, leur organe électrique, est sur tout le long du corps aussi. Ce qui fait que dès qu'ils reçoivent une image, je vais en parler après, comment ils reçoivent l'image, dès qu'ils reçoivent une image, en fait, elle est complètement déformée selon où c'est reçu sur le corps. Alors que chez les poissons africains, comme ici on a un Gnatonemus petersi, qui est le poisson éléphant, l'organe électrique est à l'arrière du corps, et tous les récepteurs sont à l'avant. Ce qui fait que le champ électrique est généré à partir d'ici, donc il est homogène sur tout l'avant du corps, ce qui est complètement pas le cas sur les poissons américains, donc la vie est assez compliquée pour les poissons américains dans l'ensemble. Donc ces poissons produisent ce qu'on appelle un EOD, alors je vais rester là-dessus une seconde tant que je l'ai, un EOD qu'on appelle comme ça, parce que c'est Electric Organ Discharge. Donc je vais régulièrement employer ce terme d'EOD. EOD, c'est la décharge électrique de l'organe électrique. Donc, les poissons vont produire un champ électrique autour d'eux, comme on le voit ici, pour l'électrolocation. Ces formes-là sont en général assez stéréotypées. Alors, on va voir après qu'elles encodent pas mal d'informations différentes. Et elles forment un champ électrique homogène autour. Selon ce que les poissons vont recevoir, selon la façon dont un objet va déformer le champ autour, eh bien, le poisson va être capable de déterminer très exactement de quoi il s'agit.
Ah, je vais peut-être faire la division avec ça d'abord. Ouais, je vais y revenir. Je vais d'abord faire la division entre les deux grands types de poissons. On a chez les poissons qui produisent des courants électriques, donc les mormyridés, les gymnotiformes, on a encore au sein de ces groupes-là deux grandes familles. On a les poissons à pulsation, les pulse fish, et les poissons à ondes, les wave fish. Alors les poissons à pulsation, tac, vont faire un EED qui peut avoir différentes phases, vous voyez, montantes, descendantes, avec des fréquences différentes, et qui vont le faire par pulsion. C'est-à-dire pop, 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 pop. Ça, c'est en général les poissons qui vivent dans des environnements qui sont pas très changeants, qui sont assez stables, puisqu'en fait, à chaque fois qu'ils envoient un EED, ça fait une espèce de champ électrique autour d'eux. Le décor déforme cette image, leur renvoie par projection sur la peau, et à ce moment-là, ils sont capables d'analyser ce qui se passe. Mais c'est exactement comme si on prenait juste une photo. C'est-à-dire que par exemple, les poissons éléphants qu'on voyait en photo juste avant, je vais vous en montrer des vrais des poissons éléphants. Voilà des poissons éléphants. Donc ces poissons-là sont typiquement des pulse fish. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer des petites décharges de temps à autre. Donc par exemple, quand ils dorment, ils envoient une petite décharge comme ça, de temps à autre, ce qui leur permet de scanner leur environnement. Dès que quelque chose commence à bouger ou qu'il y a quelque chose d'intéressant, et bien à ce moment-là, ils vont envoyer des décharges de plus en plus rapides, jusqu'à ce que l'image, ils aient tellement d'images par seconde que l'animation soit parfaitement fluide. Exactement la différence entre si vous regardez un petit calepin, vous avez dessiné un cartoon, chaque image un élément de plus du dessin animé, et qu'ensuite vous prenez le truc et que vous faites avec et vous voyez l'animation, puisque vous montez à plus de 25 images secondes, donc ça devient une animation fluide pour vous. C'est un peu pareil pour eux, c'est-à-dire que plus il y a quelque chose d'intéressant, plus ils vont augmenter les décharges. Donc ce qu'on voit là, on va y revenir après, c'est pour ça qu'ils s'appellent des poissons éléphants. Ils ont comme une petite trompe à l'avant, mais en fait c'est pas leur trompe, c'est plutôt leur appendice des Bogdanov. C'est leur menton ça. C'est l'appendice du menton, le nez est là, la bouche est là, et ça c'est leur menton. Donc voilà ces petits poissons électriques. Donc eux sont des pulse fish, et on a des wave fish. Donc les wave fish, eux, sont des poissons qui vivent plutôt dans des eaux vives, près des cascades, des trucs comme ça, des eaux très riches en oxygène et où l'environnement change beaucoup. Et ça, c'est des poissons qui maintiennent leur communication, qui maintiennent leur électrolocation, pardon, leur pulsation, en permanence, systématiquement. Mais c'est complètement démentiel, puisque c'est des poissons qui envoient des décharges jusqu'à... jusqu'à 2000 EED, pardon, 2000 EED par seconde. 2000 par seconde. Je vous laisse imaginer la façon... Mais je fais rien en fait, le jeu, je suis tout seul. Je vous laisse imaginer la précision complètement démentielle que ça demande et l'analyse que ça va nécessiter, quoi. Alors forcément, ça fait que ce sont des poissons, quand ils ont besoin de modifier légèrement leur EED, on va voir après pourquoi ils peuvent en avoir besoin, c'est très problématique, comme ils ont les récepteurs partout sur le corps, que l'émetteur est partout sur le corps, et qu'en plus ils déchargent en permanence, eh ben, il faut décaler légèrement la fréquence de l'EED et ses phases, tout en recalibrant aussi les récepteurs. Donc c'est quelque chose qui est c'est extrêmement long. Alors que les pulse fish peuvent facilement faire varier ce genre de truc. C'est assez facile. Et c'est pour ça qu'ils vont s'en servir aussi dans les relations sociales. Donc, en matière d'électrolocation, on divise en général l'électrolocation en deux grandes branches. On a l'électrolocation passive, donc c'est ce qu'on va retrouver... Ah, j'ai pas le petit bonhomme. C'est ce qu'on va retrouver chez tous les poissons à récepteurs ampulaires classiques, les poissons-chats, les requins, etc. Donc c'est des poissons qui n'ont rien besoin de faire, c'est-à-dire qu'ils reçoivent l'information, donc ils vont recevoir tout ce qui est les éléments du décor. Et puis voilà, ça s'arrête là. Et puis on va avoir l'électrolocation active. Et là, c'est justement les poissons électrogènes. Je l'ai fait n'importe comment. Mon fil conducteur. Ah, un chat qui veut rentrer, bonne nouvelle, je reviens. Bim. Donc l'électrolocation active, elle, marche vraiment à très grande proximité. C'est-à-dire que le Gnatonemus petersi qu'on a vu tout à l'heure, le poisson éléphant, il ne capte les choses qu'à une dizaine de centimètres de lui. Donc c'est pas énorme. Mais ce qui est super dingue, c'est que nous, par exemple, avec la vue, on va voir les couleurs, qui vont être des longueurs d'onde,
on va voir les formes, ah, il y a le petit bonhomme. On va voir tout un tas de choses comme ça. Eux, ils ont la vue, bien entendu, mais c'est pas leur sens prioritaire. Ils vont se servir de leur sens électrique. Eh bien, ils vont être capables de percevoir tout un tas de propriétés électriques des éléments. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de différencier des éléments qui sont vivants d'éléments qui ne sont pas vivants. Pour imaginer, c'est un petit peu comme si nous, enfin si vous, en rencontrant quelqu'un, vous êtes capable de savoir immédiatement ce qu'il a dans sa poche. Et vous êtes capable de savoir s'il a des plombages dentaires et de savoir en quels matériaux sont faits ces plombages dentaires. C'est exactement ce qui se passe avec ces poissons. C'est-à-dire qu'il a été montré, ça c'est quelqu'un qui s'appelle Van der Emde, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et il a montré qu'en fait les poissons, alors il a surtout travaillé sur les poissons éléphants, étaient capables de repérer la forme tridimensionnelle des objets, c'est-à-dire que même si on les tourne, ils sont toujours capables de les retourner, la distance relative d'un objet par rapport à un autre, je l'ai en image d'ailleurs ça, hop, je vais mettre, la distance relative, voilà il l'a fait là. Donc on se rend compte que si on les tourne, si on tourne les objets, ils sont toujours capables de les reconnaître. Si on met des objets différents, ils sont capables de différencier les objets différents. Alors c'est pas sur cette étude-là, mais ils sont aussi capables de faire la différence entre des tailles à certaines distances. C'est-à-dire que, faut imaginer que ce qu'ils perçoivent est assez flou parce qu'il n'y a pas de mise au point. Donc si deux objets sont à deux distances différentes, eux, la projection sur leur corps va avoir la même taille. Et ben pourtant, ils sont quand même capables de faire la différence entre ces éléments-là. Et surtout, comment est-ce qu'ils perçoivent si un objet, par exemple, est conducteur, pas conducteur, ce genre de choses? Eh bien, comme ça, en fait. C'est-à-dire que leur courant électrique, quand il va arriver, par exemple, sur un caillou qui n'est pas conducteur, ça va faire le tour. Donc, ça va créer une espèce de forme. Alors ça, c'est un objet conducteur, en l'occurrence, qui a cette forme. Mais une espèce de forme où, finalement, il n'y a quasiment pas d'électricité qui arrive au centre. Et l'électricité va surtout arriver sur les bords. Donc, un peu comme une espèce de chapeau mexicain, quoi. Donc c'est comme ça qu'ils vont être capables d'évaluer approximativement que ça c'est un objet qui n'est pas conducteur. Un objet conducteur, comme un verre ou alors comme une bille de métal par exemple, va au contraire faire converger la forme d'onde à un endroit bien précis. Et d'ailleurs il a été montré que ces poissons fuient les objets en métal dans les aquariums parce que justement ça fait, bon, ça miaule pour sortir, ça fait comme un hotspot, ça fait un endroit. Alors on ne sait pas si c'est comme une lumière trop brillante ou si c'est comme quelque chose qui brûlerait, mais en fait ça produit beaucoup trop, ça amène beaucoup trop d'électricité, ça déforme trop la forme d'onde à cet endroit-là et ça les dérange. Oh là là, le malheur d'appartenir à un chat, je vous jure. Donc là, on en a un autre exemple. Je ne sais pas si on voit bien, je vais essayer de zoomer un petit peu, c'est une image de mauvaise qualité. Donc toutes ces images sont tirées de différentes études. Donc là, on voit que l'objet conducteur concentre la forme, alors que là, il la déforme. Donc c'est comme ça qu'ils perçoivent l'environnement. Et donc là, il y a la détection, ils expliquent comment on détecte où est l'objet, c'est la localisation et l'amplitude sur le corps. La distance, c'est la différence entre le flou du centre et le flou de l'extérieur. La taille, enfin voilà, vous avez toute l'explication là. Et donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est que s'il y a des matériaux furtifs, et ouais, je vais en parler justement. C'est très bien. C'est très bien que tu en parles. Ils ont fait l'expérience justement avec des pyramides. Alors, ils devaient faire la différence. Alors, je vous remonte vite fait le protocole. Là, c'est marrant, vous voyez le jeu du coup. Ah bah non, c'est normal. Je vais vous remontrer le protocole. Ah mais je l'ai pas mis celui-là, mince. Ah bah si, on le voit là, c'est le même. Donc en fait, ils sont mis ici. Donc ils sont mis dans un aquarium scindé en deux. Et vous avez un objet derrière une porte. Donc la porte est en dessous, l'objet est derrière la grille. Et le poisson doit choisir, s'il veut une récompense, d'aller plutôt vers une forme que l'autre. C'est comme ça qu'ils font pour tester. Et on sait qu'ils n'utilisent pas leur vue parce qu'ils ont fait le truc en pleine obscurité. Et ils ont voulu vérifier quels étaient les éléments que les poissons prenaient en compte. Donc il faut savoir que Van der End, il a fait un nombre d'études, mais je sais pas, il y en a au moins 10 dessus, quoi. Et il y en a une qui est vraiment trop classe, où justement, ils veulent évaluer, donc il y a des formes différentes qui sont construites, un champignon, machin, donc ils ont essayé de voir si c'était le haut du champignon que le poisson regardait, c'était le bas, tout ça. Et typiquement, ils ont voulu voir si les poissons, quels éléments les poissons utilisaient. Alors d'abord, ils ont fait avec une pyramide, alors avec différents objets, il y avait des lettres, des trucs, mais je vais rester sur la pyramide. Sur une pyramide. Donc ils ont d'abord fait avec une pyramide, un cube, donc c'était une pyramide en plastique ou en bois, un truc comme ça. Et donc ils ont montré que les poissons étaient très bien capables de les reconnaître, pas de souci. Ensuite, ils ont voulu voir s'ils se servaient du volume, de l'intérieur de ce truc-là. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Et bien à ce moment-là, ils ont fait une forme en fil de fer qu'ils ont présenté aux poissons.
Et les poissons choisissaient toujours le bon compartiment pour retourner chercher leur nourriture. Et ensuite, ils ont voulu savoir s'ils étaient capables d'utiliser uniquement les angles, sans les arêtes. Et c'est là où ça répond à ta question. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris de l'agar-agar, puisque l'agar-agar est électriquement neutre, et ils ont coupé les arêtes verticales, et mis les pointes... Ah, j'ai pas le droit d'aller là-bas. Et mis les pointes dans l'agar-agar. Du coup, on avait la forme de la pyramide, c'est-à-dire qu'on avait la pointe de la pyramide, la base de la pyramide, et rien au milieu. Pour voir si le poisson est capable de percevoir par son sens électrique, de refaire la forme uniquement par son sens électrique. Et ils ont effectivement été capables, comme ça, de repérer le truc. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Imaginez que vous êtes un poisson électrique et vous vivez dans une eau douce, un truc comme ça, on va dire en Amérique, en Amazonie, un truc dans le genre. Et vous avez un énorme orage. Et ben en fait, l'eau se charge en électricité statique, etc. Et ça devient un boucan infernal, en fait. Ça devient une cacophonie de dingue à partir du moment où vous avez un orage, en fait. Et donc oui, il y a des éléments qui sont neutres et qui ne voient pas. Donc l'image sur leur corps est assez floue, puisque comme je le disais, il n'y a pas de mise au point. Néanmoins, ils arrivent à repérer vraiment énormément d'éléments, que ce soit donc les propriétés électriques de l'objet, ce qui remplacerait la couleur pour nous par la vue, leur forme 3D, et ils sont capables de faire des analyses complexes sur le nombre d'angles, sur la forme. Vous savez que les poissons ont des bases, comme à peu près tous les animaux, ont des bases numériques, donc ils peuvent très bien compter 2, 3. Donc ils peuvent utiliser les angles, la forme générale, le volume, les capacités électriques, ils reconnaissent quelque chose même avec des rotations. Enfin, c'est super dingue, quoi. Et ils ont montré que chez le poisson électrique, le poisson éléphant, pardon, il a 2 fovéas. Alors, je crois que j'en ai déjà parlé, la fovea, c'est la zone que vous avez dans l'œil, où sont concentrés tous les cônes, qui permet la vision nette. Bon, évidemment, là, eux, ils n'ont pas de fovea pour la vision nette. Mais pour l'électrolocation, ils ont des zones qui sont vraiment très spécialisées. Alors des doubles fovéas, c'est pas rare, hein, parce que les oiseaux, beaucoup d'oiseaux ont une double fovéa, une pour la distance courte, une pour la distance longue. Et ben on trouve à peu près la même chose, c'est-à-dire que sur leur menton, les poissons éléphants ont donc ce qu'on appelle le Schnauzenorgan. Ils ont des récepteurs qui permettent, un peu comme des sondes, de se repérer à courte distance, c'est-à-dire pas se repérer justement, mais probablement d'analyser les proies, d'analyser toutes les choses qui pourraient se manger. Et au-dessus du nez, ils ont quelque chose qui manifestement sert à se guider. Donc en gros, avec leur menton, ils sondent le sol pour trouver des petits vers, des trucs comme ça. Merci pour l'accent. Et avec le truc au-dessus de leur nez, ils s'en servent pour se repérer dans l'espace. Et le problème, c'est que forcément, vous avez beaucoup de bruit de fond aussi, vu qu'au-delà de 4-5 cm, ça commence à devenir très flou, ce qu'ils perçoivent. Et donc, il y a une famille de poissons qui s'appelle les poissons qu'on appelle communément les poissons couteaux. Et leur nom doit probablement être en partie dû au fait que quand ils détectent un élément, eh bien pour le faire sortir du fond, ils font des mouvements de va-et-vient comme ça. Un peu comme s'ils coupaient. En fait, c'est pour faire ressortir un élément en particulier du fond. On voit souvent les poissons éléphants faire ça d'ailleurs, passer d'avant en arrière pour repérer un truc. Mais c'est dingue parce qu'il faut penser qu'ils perçoivent l'image qui est projetée sur leur corps. Ce qui veut dire que il y a plein de choses qui peuvent interférer. Il peut y avoir le mouvement de leur corps, il peut y avoir... plein de trucs comme ça, quoi, qui sont super dingues. Et on sait que, alors toujours sur le poisson éléphant, parce que c'est ceux qui ont été le plus testés, une fois qu'ils ont mémorisé avec leur organe électrique quelque chose, ensuite ils agissent de mémoire. Par exemple, il y a une expérience qui a été faite où ils les mettent dans une arène circulaire, et au centre de cette arène, il y a de la nourriture qui est dissimulée, et on a une espèce de carré virtuel qui est formé autour, qui est représenté par 4 éléments. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait un cylindre en plastique. Je crois qu'il y a 2 cylindres en plastique de taille différente et 2 cubes en plastique de taille différente. Donc vous avez l'arène, vous avez la nourriture au centre, et vous avez un truc là, un truc là, un truc là, un truc là. Donc la nourriture est à équidistance de chacun des éléments. Et donc on voit les poissons éléphants rentrer dans cette arène, envoyer des décharges, repérer exactement où se trouvent les différents objets, repérer où se trouve la nourriture par rapport à ces objets, et ensuite, à chaque fois qu'ils passent à côté d'un objet en particulier qu'ils le reconnaissent, ils tournent pour s'orienter face à la nourriture. Et peu importe où vous les mettez dans l'aquarium, ils sont capables de reconnaître l'objet et de s'orienter correctement pour retourner chercher la nourriture. Et ils ont montré qu'au fur et à mesure qu'on analyse cette situation, eh bien on se rend compte que les poissons arrêtent de faire des décharges électriques. Et en fait, ils se déplacent uniquement de mémoire pour retourner chercher la nourriture. Et si vous enlevez la nourriture, et bien à ce moment-là, les poissons vont retourner vers les points de repère et recommencer à mettre des décharges électriques au niveau des points de repère et au niveau de là où devrait être la nourriture
simplement parce que ils sont en train de se dire, attends, c'est quoi ces conneries? C'était là, non, tout à l'heure? Et il y a une autre expérience qui a été montrée aussi. Alors, ils sont dans un aquarium et il y a une plaque, je crois, de plexiglas, je ne sais plus exactement, avec un trou à une certaine hauteur. Et ils doivent mémoriser son emplacement pour sortir. Et on a montré qu'au bout d'un moment, une fois qu'ils ont bien mémorisé sa hauteur, ils n'utilisent plus du tout leur sens électrique, mais en fait, ils utilisent leur perception de la pression de l'eau. C'est-à-dire que l'eau fait pression sur leur corps, et selon la hauteur à laquelle vous êtes dans la colonne d'eau, on dit ici, la pression n'est pas la même. Et on se rend compte qu'ils utilisent ça, puisque si ensuite vous modifiez la quantité d'eau présente dans l'aquarium, et à ce moment-là, le poisson se trompe de localisation à hauteur de la modification du niveau de l'eau. Alors, c'est plein de prédateurs, fuyez poissons, fuyez. Donc on sait que ils utilisent leur mémoire comme ça, quoi. Alors, faut que j'aille. Donc pour résumer, parce que finalement, voilà. Les poissons, donc on a en gros deux familles de poissons électrogènes. Les poissons, les gynotiformes d'Amérique et les mormyridés d'Afrique, qui ont donc évolué totalement différemment leur sens électrique. Les premiers ont un organe électrique qui est sur tout le corps, donc les poissons américains, sur tout le corps, et des récepteurs sur tout le corps, et du coup c'est la merde. Et ils n'ont qu'un seul organe pour faire la différence écolocation et communication, alors que les poissons africains, eux, ont deux types d'organes récepteurs, un pour la communication et un pour l'électrolocation. Et en plus, c'est mieux organisé parce que l'organe est sur l'arrière de la queue, ce qui fait une image beaucoup plus homogène. Au niveau de l'image, donc c'est projeté sur leur corps. L'image est relativement floue, néanmoins ils sont quand même capables de détecter des choses d'une extrême précision et surtout des choses qui nous sont complètement inaccessibles puisqu'ils perçoivent toutes les propriétés électriques des éléments. Donc ils peuvent voir à travers les choses en fait. Je vais faire tomber ma bouteille. Alors, une chaîne. Maintenant, si on doit parler de la communication. Alors j'ai beaucoup parlé de l'EOD. Donc à chaque fois qu'ils font une impulsion, l'impulsion est une impulsion électrique, un EOD. Mais en fait, il faut savoir que l'EOD possède énormément d'informations en lui-même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'EOD est encodée l'identité de l'individu, son espèce. Faut que je fasse des choses avec ça. Donc l'identité de l'individu, son espèce, son sexe, sa condition reproductive et son statut social. Au minimum. C'est le minimum à l'heure actuelle, on n'est plus déterminé. Il y a probablement d'autres choses, mais je vous rappelle quand même ce qu'est l'EOD. L'EOD, c'est ça, quoi. C'est cette forme-là. Donc, dans cette forme-là, il y a tout ça qui est encodé. Donc, à chaque fois qu'un poisson envoie un EOD, que ce soit pour l'électrolocation ou pour la communication, instantanément, il dit qui il est, à quelle espèce il appartient, de quel sexe il est, quelle est sa condition reproductive, et surtout, quel est son statut social. C'est super dingue déjà, et peut-être bien d'autres choses d'ailleurs. Donc voilà, là on voit un poisson africain avec son sens électrique, et là on voit ce que donne la communication, où du coup les EOD rentrent complètement en collision les uns avec les autres en plus. C'est un bordel sans nom, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que selon les espèces, par exemple chez les poissons bulldog, je vais revenir après aux poissons bulldog, mais on a des espèces, alors là c'était des Bryonomyrus, bon c'est ce bordel, Bryonomyrus plus précisément. En fait, selon la dominance, leurs EOD se modifient. C'est-à-dire que, par exemple, en cas de conflit, s'il y en a un qui gagne sur l'autre, eh bien son EOD va devenir avoir une fréquence plus longue et des phases plus faibles par rapport à, enfin des pics plus faibles par rapport au subordonné qui lui va réduire et augmenter ses pics, qui va se rapprocher d'une femelle en l'occurrence. Donc, s'il perd son statut social, la forme de son EOD change. Oh, Mola Mola. Bonjour Mola Mola. Bonjour. Viens faire des câlins. Sunfish en anglais, donc poisson lune en français. Hop, on s'accroche. Il est superbe ce poisson, il est incroyable. C'est la folie comme bestiole ça.
Et donc c'est aussi comme ça qu'ils peuvent juger de différents compétiteurs. Ça permet à ce type de poisson d'avoir assez peu d'interactions agressives finalement, puisque uniquement le ED va indiquer le statut social et on en déduit aussi la taille de l'individu. Donc on sait tout de suite si on peut aller se mesurer à cet individu ou pas. Et alors ça va servir... Le ED peut être modifié. Mais je l'ai encore perdu mon machin? Ah non, il arrive. Et oui, les ED peuvent servir à la reconnaissance des autres au niveau territorial. C'est-à-dire, par exemple, on a montré chez les poissons bulldog que... Mais il est où bloqué ou pas? Qu'est-ce qu'il est devenu, ce con? Et puis je peux pas tourner ma caméra. Je peux pas tourner... Ah, ça y est. Ok, bon, on va aller ailleurs, là. On va chercher celle qui est en bas. Donc oui, je disais, c'est pas pratique à piloter. Chez les mâles bulldog, ah d'accord, il faut la bestiole partout, quoi. Ah mais il est là. Chez les mâles bulldog, ce qui se passe, c'est que si jamais ils sont sur leur territoire et qu'ils perçoivent l'EED du poisson voisin, ils ne l'agressent pas. Mais uniquement si le poisson voisin est du bon côté de sa frontière. C'est-à-dire, admettons que j'ai mon territoire au milieu, un certain poisson habite, disons, à gauche de mon territoire. Si je perçois son EED à gauche, je ne fais rien. Si je perçois son EED à droite, à ce moment-là, il y aura agression. C'est super dingue comme truc, quoi. Et on sait aussi que, je crois que c'est chez les mêmes poissons, me semble-t-il, ils modulent selon le moment de la journée leur EED. Alors j'ai un doute si c'est ces poissons-là, je crois que oui. Parce que les femelles aiment bien les poissons qui vont décharger à des fréquences un peu plus basses. C'est plus séduisant. Mais le problème, c'est que ça les rend vulnérables aux poissons-chats qui sont leurs prédateurs. Donc, ils le font à période quand la nuit commence à tomber, dans les périodes de reproduction, et on se rend compte qu'en fait, à vraiment ces moments-là très critiques, ils vont baisser leur fréquence de ED. Mais à ce moment-là, ils vont devenir vulnérables, mais plus séduisants pour les femelles. Donc c'est une espèce de handicap, en fait, pour montrer que... Ouais, non, je l'avais pas, mais je le récupère. A priori, je le perds et je le récupère régulièrement, le machin. Bon, je peux... Ah, je peux faire quelque chose. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est bien sympa, cette histoire d'envoyer des informations avec le ED. Donc on sait déjà qu'ils vont faire transiter plein de trucs avec ça, mais c'est pas tout. C'est que les EED sont produits en impulsion. Mais en fait, les intervalles entre les impulsions ont également une signification, exactement comme un code Morse. C'est ce qu'on appelle les SPI. SPI, c'est Pulse Interval, j'ai dû le marquer. Sequence of Pulse Interval. Donc les séquences d'intervalles entre les pulsations. Et en fait, ces SPI sont divisés en plein de catégories. On a les chirps, les rasps, les scallops, les accélérations. Alors le problème, c'est que les chercheurs, ils aiment bien mettre leur propre nom. Donc on se retrouve avec des études sur différentes espèces, avec des noms différents. Enfin, c'est un peu problématique. Et par exemple, chez quelles espèces déjà? Ah, c'est les Apteronotus. Ils ont par exemple deux types de chirps. On va avoir des chirps de 25 millisecondes, donc c'est assez long et environ de 500 Hz, qui sont des intervalles qui sont utilisés pour la communication autant avec les mâles qu'avec les femelles. Donc c'est pas exactement ce qu'ils communiquent. En revanche, ils ont des chirps à fréquence plus basse, aux alentours de 100 Hz, je crois, et qui sont plus réduits. Et là, ça ne sert que dans les interactions entre les mâles. Alors, on ne sait pas ce que ça signifie, mais c'est deux modes de communication différents. Donc, a priori, le ED contient toutes les informations qui sont stables. C'est des informations qui ne changent pas dans le temps, ou qui changent peu, genre les statuts sociaux. Alors que tout ce qui va être SPI, c'est ce qui va inclure du contexte. C'est-à-dire, pour l'instant, on l'a lié à tout ce qui était comportement d'agression, ce qui était comportement de séduction, les comportements territoriaux. En gros, c'est l'excitation, la colère, ça va être probablement tous les états contextuels qui... je menace un autre poisson, voilà, ça va être tout ce genre de choses-là. Et en plus, c'est vrai, on se rend compte que les chirps sont influencés, enfin même toutes ces communications-là,
sont influencés par d'autres éléments. Par exemple, est-ce que l'interaction avec l'ennemi, ou en tout cas avec l'autre poisson, dure depuis longtemps? Est-ce que ce poisson est loin? Est-ce que ce poisson est un subordonné? Est-ce que ce poisson est agressif? Quelle heure de la journée il est? C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments, comme je disais, c'est extrêmement contextuel, ce ne sont pas des choses stéréotypées. C'est des choses qui vont varier selon plein d'éléments. Bon, il faut que j'arrive à défaire cette chaîne en bas. Et il y a un autre truc qui est amusant aussi, c'est que, notamment chez les... je pense que ça doit être limité aux pulse fish, même si j'ai pas vérifié, ils peuvent également faire des cessations, c'est-à-dire arrêter de produire du son pendant un moment. Par exemple, si jamais on a des poissons américains qui repèrent une anguille électrique. Ils savent que l'anguille électrique est un des rares prédateurs qui peut détecter leur fréquence d'électrolocation. À ce moment-là, ils vont l'éteindre. Et on a montré aussi que certaines femelles, quand elles se faisaient trop harceler par un mâle, étaient capables d'éteindre leur système électrique. Ce qui fait que, imaginez le mâle est en train de tourner autour de la femelle, de lui casser les pieds, de dire allez viens poupée, viens, on voit plein de OD, plein de trucs comme ça, et subitement la femelle éteint son système électrique. À ce moment-là, le mâle qui est en train de se référer exclusivement à son système électrique, son radar, perd complètement la femelle de vue. C'est-à-dire que la femelle n'existe plus, elle vient de devenir invisible, c'est la cape d'invisibilité d'Harry Potter, quoi. C'est exactement comme ça que ça se déroule. Donc c'est super marrant comme truc. Et ils ont une capacité à détecter ces intervalles de l'ordre de la microseconde. Imaginez les webfish qui sont capables d'envoyer 2000 impulsions par seconde. Je vous laisse imaginer l'ampleur du dégât, quoi. Donc voilà, ils ont une hyperacuité, ce qu'on appelle une hyperacuité pour repérer ces SPI, qui sont complètement démentiels. Ça fait partie des capacités d'analyse les plus rapides du règne animal, quoi. C'est oh, des lamentins! Bisous. Bonjour. Hop. Je peux m'accrocher. Je m'accroche. Il y a une... Ce qui est marrant aussi, oui, c'est chez Polymerus isodori. C'est des poissons électriques aussi, donc. Et quand il y a deux mâles qui sont en train de se faire un peu la guerre, et ben en fait, ils vont envoyer des trains de pulsation. Et les trains de pulsation vont être... Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, je vais vous le montrer en image plutôt. Là, bah voilà un train de pulsation. D'accord, on va remonter chercher là. Voilà, on va avoir par exemple une pulsation comme ça. Eh bien, elles vont être opposées de 180 degrés. C'est-à-dire que quand le poisson A aura sa pointe ici, le poisson B aura sa pointe là. Là, c'est-à-dire la pointe verticale sera ici. Ils vont inverser comme si je faisais une rotation comme ça du truc. Et les dominants répondent précisément 15 millisecondes après un subordonné. Donc, un dominant va imposer son EOD à ce moment-là, et un subordonné va essayer d'éviter au maximum de le faire aux 15 millisecondes, de manière à dire ok, c'est bon, j'arrête le combat. Mais je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. En fait, la communication chez les poissons électriques, c'est un truc... Alors déjà, les poissons électrogènes, c'est un truc qu'on a vraiment... Bonjour, je voudrais jouer à vous, merci. La communication électrique, c'est... Enfin, les poissons électrogènes faibles, c'est quelque chose qu'on a découvert dans les années 50, je crois. Et la communication chez ces poissons, c'est un truc qui a été découvert dans les années 70, voire fin des années 70. Et on n'avait pas beaucoup de matériel pour travailler là-dessus. Ce qui veut dire qu'en réalité, la plupart des études qu'on a, elles datent de 10, 12 ans à tout casser, quoi. C'est extrêmement récent. Hop. Et on va méditer là-dessus. Ah bah tiens, il y a quelque chose là-dedans. C'est quelque chose qui est extrêmement récent, donc il y a encore plein de choses à découvrir, mais imaginez la précision, c'est-à-dire que s'il y a 15 millisecondes, machin, je suis le dominant, mais imaginez le nombre de choses qu'on n'a pas découvert. C'est-à-dire qu'en fait, ces SPI doivent contenir énormément d'infos différentes, très probablement. Plein de choses auxquelles on ne pense pas du tout dans les relations mâle-femelle, dans les relations mâle-mâle, dans les relations territoriales, dans la compréhension de l'univers, puis même, c'est un sens qui fait les deux choses. On a un sens qui sert autant à repérer l'environnement qu'à communiquer. J'arrive même pas à imaginer chez les webfish, c'est ceux qui font en forme d'onde constante, et qui en plus n'ont que les récepteurs tubéreux, c'est-à-dire qu'ils ont un seul organe pour faire la communication et la réception de l'image de l'environnement. Comment ils font
pour piger ce qui se passe, quoi. Et pourtant, ils y arrivent. C'est mindfuck comme truc, quoi. C'est complètement mindfuck. Et il y a une observation qui a été faite il n'y a pas très longtemps sur des... ouais, c'est des poissons américains. J'essaie de trouver une photo des mormirox anguilloïdes. Tac. Tac. Voilà, c'est ces poissons-là. Oui. Et en fait, ça, c'est des poissons qui chassent en pack. Ils vont chasser en groupe. D'accord. C'est des poissons qui chassent en pack, donc ils vont chasser en groupe. Et quand ils chassent en groupe, le problème, c'est comme ils envoient tous des décharges électriques, ben, il y a un moment, ils risquent de complètement se mélanger les pinceaux. Et donc, qu'est-ce qu'ils font pour ne pas se mélanger les pinceaux? Eh bien, ils synchronisent toutes leurs EOD de manière à ce qu'elles ne rentrent pas en collision les unes avec les autres. C'est moi ou c'est des nautiles? Ah, les nautiles! Ah, je vais en parler après des nautiles. Hop, je vais parler céphalopodes après. Donc ouais, ils synchronisent leurs EOD. Oh, un nautile. Ils synchronisent leurs EOD de manière à ce qu'elles ne rentrent pas en collision. Et ce qui est marrant, c'est que quand ils partent du groupe... Alors déjà, quand il y a des groupes qui rentrent en collision, c'est pas des vraies collisions, hein, mais il va y avoir, je sais pas, un groupe A, un groupe B, pouf, puis d'un coup ils arrivent plus ou moins ensemble, ils peuvent se mélanger, mais en fait ils se reconnaissent individuellement grâce à leurs EOD, donc ils vont se reconnaître, ils ont leur alternance bien particulière, et grâce à ça, ils vont être capables de rejoindre leur groupe sans difficulté. Et on se rend compte qu'ils ont l'équivalent de ce qu'on appelle des contact calls, c'est-à-dire que si par exemple il y a un individu qui va quitter le groupe pour aller chasser dans son coin, ah mais attends, la chaîne n'est pas libérée. Un individu qui va aller chasser dans son coin, quand il va revenir vers le groupe, et bien à ce moment-là, il va faire des contact calls, un peu une manière de dire « et les gars », ah bah ça va pas l'air grave, un peu à la manière de dire « et les gars, c'est moi ». Et donc ils vont échanger des contact calls et le groupe va reprendre et ça va continuer comme ça. Et c'est des groupes extrêmement stables qu'on voit chasser ensemble jour après jour, etc. quoi. Donc en matière de communication électrique, en réalité, on connaît à peu près rien. Pour résumer ce que je disais, on sait que ils ont donc le ED qui contient tout un tas d'informations relativement stables et qu'ils ont, mais ça se trouve c'est ouvert en fait, je m'embête pour rien, hein, des EED qui sont relativement stables et qu'ils ont au milieu des SPI qui agissent exactement, pas exactement, mais qui agissent à la manière d'un code Morse. C'est-à-dire des SPI qui donnent des informations contextuelles vis-à-vis de la situation. Mais il faut en plus penser donc qu'ils ont tout un tas d'éléments comme les formes, les distances, le truc électrique, enfin la capacitance, toutes les propriétés électriques. Mais qu'en plus, ils perçoivent avec la ligne latérale, ce qui donne encore des informations supplémentaires, qui captent des choses avec la vue, qui vont capter des choses avec l'odorat. Enfin, c'est comme nous, il faut toujours penser que les informations sont captées de manière multimodale. C'est-à-dire plein de modes différents. Comme nous, on va entendre, voir, sentir en même temps. Et là, c'est pareil, mais en plus, il y a un sens électrique, quoi. Le sens électrique, il est tellement what the fuck. Et en plus, on devrait l'avoir, au moins la réception. Puisque bah, les premiers vertébrés, manifestement, les premiers poissons, possédaient ce sens électrique que nous, on n'a plus, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on connectera probablement jamais parce qu'il faudrait le cerveau pour analyser, il faudrait... Parce que souvent quand je fais ce genre de remarques, on me dit oui, mais peut-être avec la technologie, etc. Le problème, c'est qu'il faudrait avoir tout le corps organisé pour percevoir ce genre de choses. Ce qui n'est pas le cas. Il faudrait avoir le cerveau organisé pour percevoir ce genre de choses. Enfin, ils essayaient. Ah, la pollution, elle vient jusque-là, quoi. Hop. Bonjour, nous voudrions méditer. Je ne peux pas. Ah, il discute, mon petit machin. Donc voilà, il y aura dans les inédits des paupières des poissons, il y aura un truc sur le sens électrique. Alors malheureusement pas la communication. J'ai un long article très détaillé sur toutes ces questions-là. Je ne sais pas sous quel format je vais le mettre encore, mais je l'ai lu un peu avant de venir. Il y a 15 pages, donc il y a de quoi faire. Et je ne sais pas si vous avez des questions sur les poissons électriques, si c'est suffisamment clair ou si c'était un peu confus sur certains points que vous voudriez que je détaille plus. Après, éventuellement, je peux
Parler un peu de nautiles et céphalopodes. Non, pas de questions. Je pensais que même avec Absu, ça serait simple de parler et de faire le truc en même temps, mais ouais, il y aura peut-être bien Paupières des Poissons 2, parce que... Mais je crois que Fanny est en phase de saturation, on va peut-être pas lui en parler. Si trop quoi? Ouais, je vais commencer à dire, je pensais qu'Absu permettrait quand même d'être relativement concentré en parlant, mais en fait, j'ai vraiment énormément de mal à faire les deux en même temps. Je pense que je ferais vraiment peut-être des Twitch sans le jeu, des Twitch que jeu, des discussions chill, et puis des trucs vraiment... un peu comme j'ai fait avec les dauphins l'autre jour, où il y a vraiment que ça à l'écran, je peux me concentrer dessus, parce que ça demande beaucoup à un petit cerveau quand même. Alors, comment les résultats? Alors, bah, n'hésite pas, je n'ai pas relu les études en détail, mais dans l'ensemble, je m'en souviens, même si là, je suis en train de bosser sur les poules. Quelle étude en particulier? Quelle découverte en particulier tu voudrais? La synchronisation sur les poissons qui chassent ensemble? Je sais plus, mais on peut aller chercher ça ensemble. Je sais plus comment ils l'ont fait celle-là, mais tac, non. On va le faire comme ça. Tac, voilà l'étude. En plus, elle est en open source, en open access. Alors, material and method. Alors, un scuba diver a filmé entre janvier 2000 et 2002. Gna gna gna, gna gna gna, gna 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 gna. Ils ont éclairé. D'accord, il y avait des électrodes. D'accord, donc ils avaient des électrodes bipolaires, et le signal a été enregistré et transmis sur un signal audio. Ok, donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils essaient d'en trouver un qui était solitaire, et ensuite il le suit et enregistre systématiquement de manière à déjà savoir lui où il est situé et quel est son truc. Donc là, ils disent bien que durant tout l'enregistrement, le plongeur n'a pas de connaissance sur l'identité de chaque individu. Tiens, tiens, tiens. Après, vu qu'ils ont des spécificités dans leur EOD, ça doit pas être très dur à faire puisque tu dois être capable de déterminer quel est l'individu par sa forme d'onde, probablement. Bah là, on a la... Voilà. Ah bah voilà, je pense que c'est ça qu'ils expliquent. Ah putain, une seconde, j'ai un oiseau qui vient de se prendre la vitre et je suis dessus. Quelle merde, putain. Bon. Donc ouais, pour revenir à ce qu'on disait, ils ont l'EOD ici qui est différent pour chaque individu. Par conséquent, on peut repérer à quel moment chaque individu fait son EOD. Là, c'est ce qu'on voit ici. Oula, oula, oula. On était où? Là. Voilà. Là, on voit par exemple qu'ils en ont fait un bleu, un rouge, un point jaune. Je ne sais pas où ils ont mis le point jaune, il doit être là. Donc là, on voit le rouge, le bleu, le rouge, le bleu, le rouge, le bleu. On voit bien que les deux individus là ont des EOD qui sont espacés l'un de l'autre. Donc, voilà un petit peu comment ça marche. Voilà comment ils ont fait la différence entre... Pardon, ça m'a un peu perturbé là. Donc voilà comment ils font pour ce genre d'expérience. Pour celle des poissons éléphants, je l'ai montré tout à l'heure.
ils font des expériences comme celle-ci, où ils mettent un stimulus positif, un stimulus négatif, et ils regardent un petit peu si le poisson est capable de faire la différence avec des rotations, avec différentes formes, avec des formes altérées, ce genre de choses, quoi. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Aucun baleine. D'autres questions? Non? Donc là, on a le plus gros poisson du monde. Je suis pas sûr d'avoir compris ta question, Badger. L'OD change en fonction des rapports hiérarchiques entre les individus, ouais. Du coup, c'est quoi exactement qui permet d'ordonner ça? Ce qui va ordonner ça, c'est les agressions. C'est comme chez à peu près toutes les espèces, c'est-à-dire que tu vas avoir... J'espère répondre correctement à ta question. C'est-à-dire que tu vas avoir des phénomènes d'agression avec, au bout d'un moment, un individu qui lâche l'affaire, quoi. Et donc, à ce moment-là, l'individu qui lâche l'affaire va modifier son DO2 en conséquence. Par rapport à ta question, c'était pas ça la question. Ah ouais, je vous rappelle que vous en avez un par espèce. Donc, ça dépend des espèces. Je le montrais tout à l'heure. Vous avez par exemple ici, chez... Alors ça, c'est... c'est chez quelle espèce? Mince, je sais plus chez quelle espèce c'est. Si, ça c'est Brienomyrus brachysteus. Et on va aller mettre un visage sur ce nom. Peut-être. Ah. Oh, Mimi, un peu des bisous. Donc voilà, c'est chez lui. A priori, on voit ce truc-là, c'est-à-dire que sur cette espèce-là, bien particulière, on a des pics qui sont plus faibles et une fréquence qui est plus longue. On regarde des pics plus hauts, tac. En fait, on se rend compte que le subordonné se rapproche du truc de la femelle, quoi. Les poissons électriques, ils sont souvent très choux, de toute manière. Bon, pas tous les poissons sont choux, hein. Alors ça. Ah, c'est pas sympa. Oh merde, 2 ailes. Oh non, c'est moche ça, 2 ailes abyssales. Sébastien, alors. Voilà, je sais pas si vous avez... Ouais, Nightmare Fuel. Bah attends, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle en anglais. Bestial. Regardez-moi ce beau bébé. Ouais, le beau bébé. Nightmare Fuel. Oh, il est mort, c'est moche, j'aime pas y voir. Surtout les poissons des profondeurs, c'est pas représentatif quand tu les as à l'extérieur, parce qu'ils ont subi une dépression. Donc, c'est comme le fameux blobfish, il ressemble pas du tout à ce qu'on en connaît. Et en fait, ça, c'est des... non, mais ça, c'est des fake. En plus, c'est faux, parce qu'ils ressemblent pas à ça, parce que justement, là, ça serait plus juste, ils ont des petites lumières rouges sous les yeux. Spécifiquement parce que dans les grandes profondeurs... Ah bah là, bah ouais, mais c'est poisson mort. Bon. Là, on le voit, vous voyez, il a les yeux rouges, en fait, il a des lumières rouges sous les yeux. Là, c'est probablement parce que ces yeux ont explosé, plus probablement. Les Malacosteus. Vous voyez, c'est ça, là. Ce truc-là, là. Ça, en fait, c'est des petits éclairages rouges, parce que c'est un des seuls poissons des profondeurs à avoir le rouge. Donc ça lui sert de signal. Un peu comme les caméras infrarouges dans les supermarchés, des trucs comme ça, qui permettent de voir la nuit, tout ça. Bah, c'est exactement ce qu'il a. Comme personne d'autre voit le rouge à ses profondeurs, quasiment, et ben lui peut communiquer avec les autres Malacosteus et il peut voir dans la nuit également.
Je sais pas du tout ce que j'ai à faire. Ah bah peut-être descendre là-bas du coup. D'autres questions? Ah, je vais vous montrer le bloc-fiche quand même. Qu'on arrête d'en dire du mal, parce qu'il est trop choupi aussi. Vous voyez ce truc-là qui était à un moment l'image de Guren, mais en fait c'est ça. Hein. C'est des poissons tout ronds, c'est juste qu'ils ont subi une décompression qui est horrible quoi. Mais en fait c'est des poissons qui sont... et c'est tout choupi. C'est tout choupi comme bestiole. D'autres questions sur d'autres trucs? Les psychorolutes? Ah oui, tout à fait. Comme c'est son nom scientifique, ben, je le savais même pas, tu vois. Et en fait, ça fait partie des poissons qui n'ont pas d'études dessus, donc c'est des trucs sur lesquels j'ai absolument jamais travaillé. Moi, c'est un peu la particularité, c'est-à-dire que mes connaissances sur les poissons sont limitées à ceux sur lesquels il y a eu des travaux de fait. Donc, à partir du moment où il y a eu des travaux de fait, pas de soucis, je les reconnais, je peux raconter des choses dessus. En revanche, il y a plein de poissons sur lesquels je pourrais rien raconter et que je ne reconnaîtrais même pas, donc je connais pas les noms scientifiques parce qu'il n'y a rien qui a été fait dessus. En fait, c'est paradoxal, mais c'est pas forcément paradoxal parce qu'il y a plein de raisons à ça, mais c'est souvent les mêmes espèces qui sont testées. Donc forcément, on se retrouve avec, sur les poissons électriques, une prédominance des Gnatonemus petersi, donc le poisson éléphant. Ce qui est intéressant aussi chez Gnatonemus, c'est que on a démontré, en fait on sait que chez pas mal des... Oui, les poissons des abyssos sont hyper durs à tuer. On a montré chez pas mal d'espèces que... J'ai perdu ma phrase. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Chez Gnatonemus... Attends, mais je suis venu d'où, moi? On peut sortir là-bas? Est-ce que je peux sortir par là? Non, je ne peux pas sortir par là. Ah, des nautiles encore. Oh, ils sont en train de me rappeler à l'ordre. Ah, t'as pas parlé de nous, tout ça. Ouais, oui, si, ça vient de me revenir. Les Gnatonemus petersi, en fait, ils ont une particularité qui est vachement intéressante, c'est qu'on sait que chez beaucoup d'espèces, en fait, on peut calculer le taux d'oxygène qui est utilisé. Mais j'en viens là. Le taux d'oxygène qui est utilisé par le cerveau par rapport à tout le reste du corps. Et donc, plus le cerveau travaille, en gros, plus il va avoir besoin d'oxygène. Et on se rend compte que l'humain fait partie des animaux qu'on a le plus, je sais plus exactement ce que c'est, mais je crois que l'humain c'est un truc genre 50 à 60%, alors que chez la plupart des espèces ça va être un 20-30 dans ces eaux-là. Et petersi c'est 80%. 80% de l'oxygène du corps, je crois, est utilisé par le cerveau. Je sais pas si ça fait vraiment sens comme truc, je me souviens plus exactement de l'étude, mais en gros... son cerveau utilise une quantité d'énergie complètement démentielle. Et pourquoi, on n'en sait rien. Mais je sais que c'était à la Cité des Sciences à Paris, je crois, j'avais un truc super déprimant comme ça. Avec, ils avaient un poisson éléphant qui tout seul dans un aquarium complètement vide. Enfin, j'étais en train d'imaginer, en train d'envoyer des décharges comme ça, clic, 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 et de rien faire avec, quoi. C'est... ouais, c'est moche. Très moche. Surtout un truc qui s'appelle la Cité de la Science, quoi. Mais j'en viens là. Oui, j'en viens, bon Dieu. Je suis coincé ou quoi? D'autres questions, ou d'autres protocoles, ou d'autres trucs qui n'auraient pas été clairs? Ça va, vous arrivez à peu près à visualiser l'histoire du poisson qui perçoit sur sa peau? Parce que c'est pas forcément évident à assimiler comme truc. Ah mais
Oh, je suis dernier des cons. Salut Kimi-chat. Ou Kimi-cha, en fait. Ou Kimlika. Oui, Kimlika, c'est toi? Chat comme l'animal, ok, très bien. Comme l'animal de merde. Alors, d'autres questions sur... Je pense que le truc important à souvenir et à piger, ça reste vraiment la façon dont ils perçoivent l'environnement. Je pense que ces images-là sont importantes. C'est vachement balèze d'avoir réussi à déterminer toutes ces informations-là, parce que... En fait, ils ont réussi à déterminer tout ça en faisant un nombre de protocoles, mais dingue, quoi, parce ils ont fait des protocoles avec les mêmes objets, avec la distance. Enfin, c'est fou de réussir à déterminer qu'ils perçoivent les choses à peu près sous cette forme-là, quoi. Mais c'est beaucoup, beaucoup de protocoles différents, quoi. Mais qui sont à peu près tous basés sur ça. Ça vient des études de Van der End, et elles sont quasiment toutes basées sur ce protocole-là. Avec un nid, avec machin, et avec deux corridors. Il faut faire un choix sur un des deux corridors. Et c'est comme ça qu'il a fait à peu près toutes ces découvertes. Alors, du coup, ce que je voulais raconter sur Nautil, je ne sais pas si ça va valoir le coup encore aujourd'hui à cause des papiers qui sont sortis récemment sur les céphalopodes. Ouais. Ah. Puisque, à la base, il est considéré que le Nautil est en fait on va dire, j'ai pas rebossé là-dessus, donc ce que je veux dire est d'apprendre avec un maximum de pincettes. Je vous dis vraiment un truc de mémoire là. C'est que le Nautil est considéré comme étant un peu la forme la plus proche de la forme d'origine des céphalopodes de la famille sèche, calmar et pieuvre. Et en fait, au fur et à mesure, la carapace se serait ouverte, c'est-à-dire elle aurait fait une pointe. Pour montrer estime à toutes les personnes qui pensent encore que les Montmorency ne sont pas intelligents. Bah là encore, c'est... oui. Si on devait tenir là-dessus, mon pote Joseph, on pourrait tenir des heures, parce que... Si je parlais de la chasse coopérative entre les mérous Muren, mais je pourrais le faire après, puisqu'on en a croisé tout à l'heure. Je finis sur mes poissons. Ouais, je parlerai peut-être de la chasse coopérative sur un autre live. Et du coup, ouais, manifestement, on pense que l'évolution a été faite avec la coquille qui se serait ouverte et mise pointue, je crois, et ensuite qui se serait fondue plus ou moins à l'intérieur du corps. Donc c'est pour ça qu'on aurait les calmars avec un corps très long, mais en fait on a l'ossature qui est de l'ancienne, entre guillemets, coquille qui est encore dedans. Les sèches ont encore leur os à l'intérieur, qui maintenant sert de flottaison, et les pieuvres en fait ont un résidu de l'ancienne coquille, qui c'est deux espèces de petites plaques qui sont vers l'arrière de la tête. Et après, je vais pas aller plus loin dans l'évolution, parce que récemment, il y a eu pas mal de sous-entendus que les pieuvres et les sèches auraient eu un boost un peu particulier dans l'évolution, avec des sous-entendus extraterrestres bizarres, mais c'est paru dans des revues sérieuses, alors... Oh my god. Oh mon dieu, il y a un bébé. Oh, il y a un bébé. Ah... Oh, il fait le tour de maman. Oh. Mais non, quoi. Il y a un truc qui a été découvert qui est fascinant sur les sèches. Oh. Il y a un truc fascinant qui a été découvert sur les sèches, c'est que elles sont capables, ça j'en ai parlé dans le Copier des poissons pour ceux qui l'ont vu. Oh, c'est moins sympa ça. C'est que les sèches sont capables de... Les sèches sont capables d'apprendre alors qu'elles sont encore dans l'œuf. En fait, vers les dernières périodes... Non, 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 non. Oh, bon Dieu. Ah, c'est trop classe. Dans les dernières périodes avant la naissance, la coquille devient transparente et ils ont montré qu'on pouvait influencer leur choix pour des proies particulières en leur montrant ces proies alors qu'elles sont encore dans l'œuf. C'est trop classe.
Et un truc qui est dingue, je sais pas où. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dessus, donc je sais pas s'ils ont avancé sur la. Putain, c'est fou comme jeu. Ah, c'est démentiel. Je sais pas s'ils ont avancé sur la question, mais en fait, on se rend compte que à l'intérieur des tentacules des pieuvres. C'est quoi ça? À l'intérieur des tentacules des pieuvres, il y a un système nerveux qui est extrêmement complexe et qui pourrait presque. Ah, j'ai peut-être fait une connerie, non? J'ai peut-être fait une connerie. Ah, je suis Iron Man. Il faut que je les allume ou pas, là? Qu'est-ce qu'il devient, lui? Ouais. Il faut que je les allume. Ah, non, ils sont déjà allumés? Ah, alors je vais le laisser tranquille dans ce cas-là. Lui, il fait rien, lui. Oh là, il y a des squelettes. Oh là là. Ouais, et il y a... Ah si, il marche. Ah bah on va les méditer un peu. Ouais, donc en fait, à l'intérieur des tentacules, il y a des réseaux de ganglions, etc., qui sont tellement complexes mince, qu'ils estiment... En fait, ils sont presque aussi complexes que des cerveaux d'insectes. Voire plus. Voire... Enfin, ils ont une complexité qui est dingue. Et en fait, à l'heure actuelle, on se rend compte que les tentacules sont capables d'avoir des actions relativement indépendantes. C'est-à-dire, par exemple, si vous sectionnez un tentacule et que vous donnez de la nourriture, le tentacule apportera la nourriture là où se trouvait la bouche préalablement. On voit que, a priori, quand les pieuvres utilisent leurs tentacules pour scanner un truc, elles prennent en fait des espèces d'images que leur donne chaque tentacule et elles construisent le tout. En fait, on n'arrive pas à déterminer à quel point le cerveau central de la pieuvre, qui est un donut autour de sa gorge, à quel point ce cerveau central contrôle les tentacules et à quel point les tentacules se gèrent tout seuls. Puisqu'on sait qu'il y a un contrôle du cerveau central, mais en gros, est-ce que le cerveau central envoie une petite info de mouvement, genre un courant électrique faible, on va dire, pour faire une métaphore, et le tentacule, genre, fait ça, le tentacule fait automatiquement et autonome et rend l'information, ou est-ce que c'est le cerveau qui dit je veux que tu fasses ça et donne la totalité du détail? Je crois qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas en fait à quel point le tentacule est indépendant, à quel point c'est. Mais faut imaginer ce que ça veut dire au niveau de la conscience. Bah tiens, alors c'est pas les mêmes espèces, je connais pas exactement cette espèce parce qu'ils ont les yeux bleus et ils ont une lanterne. Ah, le bleu est souvent très présent dans les fonds marins, simplement parce que bah, comme la lumière pénètre pas très profondément, le bleu est une des longueurs d'onde qui descend plus bas. Donc ils peuvent capter un tout petit peu le bleu, mais de toute façon la plupart du temps les poissons à cette profondeur-là ils captent pas les couleurs. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de sanctuaire bizarre là? J'ai encore perdu mon machin. Hop 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 hop, t'es quoi toi? C'est quoi cette lumière rouge? Alors, évidemment, on est dans les... Ah tiens, il y a un truc là. On est dans les profondeurs. Dans la profondeur, il y a quand même peu de probabilité que vous voyez autant d'animaux que ça. Hein. Normalement, c'est très loin. Très très espacé. Ok, pas copain donc. Non, 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 mais je veux... Je ne cache pas que la maniabilité n'est pas forcément évidente. Je peux juste descendre là. Donc il y a un système d'alarme. Voilà, on vite. Et ça a ouvert quelque chose. Ça... Oula, ça bouge. C'est des chimères ça. Chimères en force. Il n'y a pas grand chose en poisson des profondeurs, hein, je ne vais pas vous mentir. Des yeux rouges, c'est assez exceptionnel. Ah, 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 viens là, viens là, viens là, fais des bisous, viens faire des bisous, viens faire des bisous. Fais des bisous. Ah, comme il se la joue perso, quoi. Non, alors les bancs de poissons des profondeurs, c'est... non. Disons que l'intérêt d'avoir des petites lampes, justement, c'est de pouvoir se repérer entre soi, principalement, et d'attirer des proies. Un squid! Et du coup, eux, le système d'alarme, ils s'en foutent, quoi. Il n'y a que moi que le système d'alarme, il défonce.
Bon, alors, on va où? Ouais, je pense que je vais garder l'histoire de la chasse coopérative sur le Méro et la Murène pour plus tard. Et, parce qu'il y a plein de choses à raconter, parce qu'il y a des questions de signaux référentiels, tout ça. Et il y a des vidéos, comme ça je prendrai le temps de vous mettre les vidéos de côté. Oh, le camouflage! Oh, pets! Oh, la classe! Vas-y, balance-moi un jet d'encre. Attends, c'est moi qui l'ai... C'est une erreur de lumière ou... Attends, non, c'est peut-être ma lumière qui déconne dessus, non? Alors, on m'arrête si je me trompe. Mais il me semble que ça navigue... Ouais, ça navigue plutôt en marche arrière, ça. Hein. Et vous avez... Alors, est-ce que c'est les sèches? Je crois que c'est les sèches. Je me demande si les pieuvres peuvent le faire aussi. Mais je crois que c'est les sèches qui sont capables, en fait, avec leur camouflage, de faire des anneaux et d'envoyer les anneaux vers l'avant, c'est-à-dire sur leur proue, faire pouf, 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 pour perturber les crabes qui sont en général leurs proies, pour ensuite pouvoir les attaquer sans que ces animaux bougent. Il y a peut-être d'autres éléments comme ça qu'il faut activer. Parce que moi je suis occupé à faire des bisous, mais à un moment il faudra avancer dans le jeu aussi. Hein. Ouh là là, c'est vide. Je sais pas si vous avez vu, ils ont fait, je crois que c'est toujours en cours d'ailleurs, ça s'appelait NOAAS, où ils font passer des sous-marins, un sous-marin dans des très très grandes profondeurs, je crois que ça doit être vers le golfe du Mexique ou un truc comme ça, et on peut suivre en live ce qui s'y passe. C'est super intéressant, on retrouve plein de choses, enfin on voit plein d'animaux, puis c'est là où on se rend compte que les animaux vous en voyez pas beaucoup. Hein. C'est quoi ça? Une bouteille à la mer! Ah, le truc caché de la mort, quoi. Et les nautiles, ils ont des yeux tout pourris, d'ailleurs. Ils doivent voir à peu près rien, les nautiles. Mais c'est n'importe quoi, les nautiles. Comment ça peut exister, ça? Non, mais vous avez déjà vu des nautiles en vrai? Qu'est-ce que... What the fuck, quoi? Yo. Donc on a le siphon qui est dessous. Mais le nautile, mais c'est de la boulette, quoi! C'est du grand n'importe quoi. C'est génial. Est-ce que c'est celle-là? Il y en a une qui a... Ah, là, c'est pas avec des coconuts, c'est avec des... Il y a une vidéo qui est super intéressante où on voit une pieuvre qui saisit de deux éléments pour se cacher dedans. Alors, c'est pas celui-là. Parce qu'il y a une autre vidéo où, en fait, elle en prend un, elle va plus loin, elle en prend un autre qui match, et elle le prend, mais ce qui est... C'est génial quand elle marche. Ce qui est dingue, c'est que ces bestioles-là, ça apprend à une vitesse, en fait, c'est live fast et die young, quoi. C'est des animaux qui meurent extrêmement jeunes, hein, ça vit 1 à 2 ans, une pieuvre. Selon les espèces, mais on va dire en général. Ça vit 1 à 2 ans, et du coup, ça doit apprendre extrêmement vite, se déplacer extrêmement vite. C'est des animaux qui développent leur intelligence à une vitesse complètement démentielle. Ils n'ont pas la vidéo. C'est pas celle-là que nous voulons. C'est pas celle-là non plus. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une vidéo, en fait, on voit très bien. Hop, ça doit être celle-ci. On voit très bien, en fait, comment... on voit qu'il y a une espèce de truc à la con avec les tentacules, c'est-à-dire qu'elle contrôle pas totalement. Je crois que c'est sur celle-là où à un moment il y a un tentacule qui attrape un caillou. Ouais, je crois que c'est là, où il attrape le coquillage. Et on a la sensation, voilà, et on a la sensation que c'est la pieuvre qui dit lâche. Alors j'en sais rien, c'est ça qui se passe, c'est une projection complète. Hein. Mais vu qu'on sait que les tentacules peuvent saisir indépendamment, je trouve que ce truc il est particulier quand même. Quoi.
Bon, c'est bien beau de faire bip bip avec le système d'alarme, mais je fais quoi moi? Ah, il y a un système d'alarme qui est cassé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, 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 ah. Yes. Requins. Faire des bisous les requins. C'est pas fini, d'accord, c'est pas fini. Non, 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 non. Ah oui, il y a quand même un minimum de pression quand même avec les alarmes. Moi j'y allais cool, tranquille, je me dis c'est sympa, c'est un jeu contemplatif, je me fais quand même défoncer quoi. Est-ce que ça intéresserait des gens? J'étais en train de réfléchir de faire une espèce de grande série de Discworld. J'ai Discworld 1, 2 et 3, tous les jeux. Je me disais ça pourrait être sympa de les faire ensemble et de les finir. Jamais ça motive du monde. Mais il n'y a pas de souci, de toute façon, dans l'ensemble on a fait le tour, Joseph. C'est cool, merci à toi. Ah, les beaux droits. Des beaux droits. C'est sympa, ouais, c'était sympa à toi d'être venu. Et puis de toute façon, là, maintenant, ça va être surtout du jeu. Quel jeu? Discworld, le Discmonde, inspiré de l'univers de Terry Pratchett. Ah, tiens. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, Need for Speed, man. Need for Speed, ça passe. Bim. Bon, bah, c'est cool, je mettrai ça sur le planning à l'avenir. Je pense que je vais probablement interrompre les streams où je parle de trucs scientifiques tout en jouant. C'est trop bordélique. Et j'arrive pas à suivre, je sens bien que je perds les phrases, je perds les mots, machin. Donc c'était un test, il me semble que ça ne fonctionne pas. Vraiment, vous trouviez que ça fonctionne et que c'est plus ludique, dans ce cas-là je continue, mais de sensation personnelle, j'ai la sensation que ça fonctionne pas bien. Euh, donc peut-être diviser... Ici, il y a 3 jeux. Il y a Discworld 1, Discworld 2 et Discworld Noir. Discworld 1 est un vieux jeu. Discworld 2 est un moins vieux jeu. Qui est en assez bonne qualité, c'est pas très sympa ça. Oh la vache. Et qui était assez dur. Discworld 2 et... c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va, je vais prendre de l'homéopathie, je vais me remettre. Et Discworld Noir, c'est dans l'univers Guet des Orfèvres, etc., etc., qui est en 3D. C'est vrai? Bah, ouais, c'est cool. J'ai la sensation que c'est confus, quoi, que j'arrête mes phrases, que je les perds. Pour être habitué à faire des conférences, des trucs comme ça, je me sens vachement moins fluide et moins cohérent dans l'enchaînement des idées que ce que je fais en temps normal. Et des limules que je viens de voir? Oh, il va y avoir un bisou. Oh, il va y avoir un bisou. Mouah. Oh, il est tout enfoncé dans le caillou. Et je pense que ouais, je vais faire des streams vraiment jeux purs, genre Discworld typiquement. Après, ça va vraiment parler aux fans du Discmonde. Bah, surtout le premier qui est très vieux. Hein. Attends, si vous voulez, je vous montre à quoi il ressemble. Donc le 1. Le 1 s'appuie aussi sur le guet de mémoire, c'est sur le guet des Orfèvres, puisque c'est l'invocation du dragon. Ouais, il est 95 là. Donc, style graphique de la mort. Mais il est génial. Si ma mémoire est bonne, c'est Eric Idle des Monty Python qui fait la voix. Ouais, c'est ça. Discworld 2 est plus... Il est basé sur, je sais plus lequel, celui où la... Oh putain, qu'est-ce que j'ai pu jouer. Je sais pas si je vais le refaire celui-là, j'ai passé des heures traumatisantes dessus. Je suis pas sûr de pouvoir le refaire. Ah là là, qu'est-ce que j'ai souffert sur celui-là. Ah, j'ai vraiment souffert sur celui-là. Et on a Discord noir.
qui est en 3D, qui a un truc trop classe dedans. Dans Discord noir, à un moment, on peut... Alors, c'est de la vieille 3D, hein. C'est de la vieille 3D bien moche, mais il était pas mal, et surtout, à un moment, on peut devenir un loup-garou, et du coup, on voit les odeurs. Et ça renvoie un peu à ce qu'on disait sur les poissons électriques, quoi. C'est que tu as un autre sens. Donc, tu suis des gens à la trace, et en fait, ça fait, dans les décors, tu vois les odeurs sous forme de nuages de couleurs. Donc, c'est... Oula, les trucs se passent pas bien, là-bas. Laissez les nautiles tranquilles! Attention, comité de sécurité des nautiles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vos papiers, vos papiers. Qu'est-ce que vous faites à ce requin? Ah, il est tout coincé. Libère Carcarodon. Fous-lui la paix. Reste calme, on va faire des câlins. On va faire des câlins. Attention, tu es calme, hein? Tu es gentil. Câlin. Câlin. Tu manges pas le bon monsieur. Ne mange pas le monsieur. Le monsieur n'est pas un phoque. Bisous. Bisous obligatoires. Bon, il sourit, c'est déjà ça. Tiens, fun fact, je sais plus, j'en ai parlé quelque part, je crois que j'en ai parlé dans les paupières des poissons. Euh, les requins, en fait, les écailles de leur peau sont structurées exactement comme des dents, et comme leurs dents. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont recouverts... Oh, c'est génial. Ils sont recouverts de dents, les requins. C'est les vraies dents de la mer, quoi. C'est un ensemble de dents les unes sur les autres. Oh, les règles. Fais des bisous. Tiens, fais des bisous. Ah, fais des bisous aussi. Ah, il a quand même mangé mon petit bonhomme au départ, mais ouais. Ah, surtout qu'en plus, les requins sont dans l'ensemble pas très agressifs. Ouais, mais je vais arrêter aussi, je vais arrêter le live. Là, je vais juste jouer, pour ceux qui ont envie de rester, je vais jouer encore un petit quart d'heure. Merci d'être venu, Lave. Salut, ciao. Oh, 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 qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est, calmar géant? Cal... Calmar géant. Popopo. Alors là, bisous obligatoire. Ah, putain, c'est pas maniable, c'est un enfer. Allez, va faire. Mais toi aussi, tu veux le faire. Toi aussi, tu veux faire des câlins. Allez, va faire les... Oh mon dieu, qu'il est beau. Oh mon dieu, que c'est beau comme bestiole. Ah, il doit pas trop aimer la lumière, mais... Oh, mange-moi, mange-moi. Ne faisons qu'un. Mange-moi, je t'aime. Mange-moi. Oh, il me regarde. Oh, il a son petit siphon. Mange-moi, mange-moi. Ok, bah pour moi, le jeu va s'arrêter là. Je vais tourner autour de ce calmar jusqu'à la fin de ma vie. Ah, il est trop beau. Ah, mais c'est tellement trop... Oh mon dieu! Viens là aussi, toi. Bon, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, mais c'est encore... Ah! Un petit calmar. Un banc de baudroie abyssal. C'est peu probable, le banc de baudroie abyssal, quand même. C'est-à-dire que les baudroies abyssales, niveau reproduction, les mâles trouvent tellement jamais de femelles qu'il y a un dimorphisme sexuel complètement dingue, j'en ai parlé dans les carencés. Je crois que j'en ai parlé dans Paupières des Poissons aussi. Il y a un dimorphisme tellement dingue que les mâles sont tout petits et ensuite ils vont, dès qu'ils trouvent une femelle, ils vont mordre la femelle et fusionner dans la femelle. Et on parle bien de fusionner, c'est-à-dire qu'ils vont la mordre, rester dessus et se dissoudre à l'intérieur de l'organisme de la femelle en laissant uniquement leur partie génitale mâle dont elle se servira pour faire des petits plus tard et ils ne font qu'un. L'autre jour, je suis en train de me balader sur un bord de rivière et il y avait deux personnes qui étaient en train de s'embrasser à pleine bouche dans une voiture et j'ai pas pu m'empêcher de penser à une baudroie abyssale. C'est horrible. Mais c'était vraiment à pleine bouche, donc on aurait dit qu'il y en avait un qui essayait de manger l'autre. Oh.
Franchement, il est pas trop beau ce jeu? Ouais, non, 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 c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il est splendide ce jeu, mon Dieu. Hmm. J'aime bien les jeux très contemplatifs comme ça. On essaiera de jouer à Shelter aussi. Je sais pas si vous connaissez Shelter. C'est un jeu, une espèce de jeu de survie où on joue. Dans le 1, c'est un blaireau. J'ai jamais joué au 1. Et au 2, c'est un lynx. Je me souviens bien, c'est un lynx. Et c'est. En fait, on doit faire survivre ses petits. Donc, on doit trouver un endroit, survivre ses petits, chasser pour vivre. Bâtir power carrément. Ouais. Ah mon dieu, hop! Mon dieu. Manifestement, les sèches, alors là c'est les calmars, mais a priori les sèches peuvent communiquer leurs émotions aussi, à considérer qu'elles en aient, mais je pense elles doivent en avoir. Mais on pense qu'elles partagent certaines de leurs émotions par la couleur. Oh, Sick Motion, ça te donne le mal de mer? Oh mon dieu. Ah, ça s'annonce pas. Fais attention, le requin, là, je suis tout le temps derrière. Je suis pas ta mère, hein. Tout le temps derrière toi. En fait, il est probable que les requins ressentent pas beaucoup la douleur. Donc, manifestement, bah, ça ne dérange pas trop d'aller là-bas. Alors, on va dire que là, ça passe. Et sinon, on contournera par le côté, hein, on va se regarder. Ah, mais ça bouge. Non, mais s'il vous plaît. Vas-y, Roger, nage. Passe en haut, slalom. Tire à droite, piste noire, touche rousse, plante le bâton. Non, 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 connerie ça. Vas-y, reviens. Oh là là, mais tellement GTA 5, quoi. Bravo la pollution. On va dire que tu marches pas, toi, d'accord? Ouais, tu marches a priori. Ah bah, comme de la vraie plongée, dit. Des tuyaux, des morceaux. Oh la vache. Ah, il y a un truc à faire là-bas, a priori. Ah, bon sang, je t'ai jamais arrivé jusque-là. Non, 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 laisse le monsieur tranquille. Toudou, toudou. Mais il est où mon requin? Non, 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 non. Ah oui, forcément, tu dois pas passer un bon live du coup, Kimi. Si quelqu'un peut fournir un sac en papier potentiellement. Attends, ça a marché ou pas? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Je pense que ça a marché parce que ces bestioles ont des comportements étranges. Non, je n'avais rien fait manifestement. Ouais. Ok. Je sens que tu essaies de me dire quelque chose. Ok, tu comprendras que moi aussi, mais manifestement, on ne se comprend pas, on est... Ah! Je sens que c'est passé quelque chose d'intense et que je suis passé à côté, là. Ok, bon bah du coup je rentre à la maison. Qu'est-ce que... Oh les copains, il se passe quoi là? Ah non, je fais quoi? Bon alors on va retourner là-bas. Ah. Et dis-moi que j'ai pas compris ce qui... Oh putain. J'ai pas fait ce qu'il fallait faire donc.
Non, mais dans un jeu maniable, je veux bien. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Voilà, Ouais, très bien. Ok. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer des trucs de partout, hein, comme ça on est copains. Ok, manifestement une série à faire. Bon, j'en ai marre, j'ai trop chaud. Bon, bah j'espère que ça vous a plu, je vais arrêter là. Euh, J'espère que ça vous a plu, que c'était suffisamment clair. Jeudi, j'avais dit que je ferais peut-être du Sea of Thieves, des discussions live, je ne sais pas encore. Pour l'instant, ça reste là-dessus, mais je suis pas dans une période Sea of Thieves, je suis dans une période Overwatch ces derniers temps. Donc on verra. Et puis vendredi, ça reste Termitia, en revanche, il n'y a pas de changement là-dessus. Et puis je ferai le planning de la suite à un moment dans la semaine. En fait, j'ai la conférence sur les poules de l'ULA qui arrive lundi et qui me demande beaucoup de travail, là. Donc, donc ouais, c'est un peu compliqué d'organiser les choses à l'avance. Après, je serai un peu plus cool. Bon bah voilà, je vous fais des bisous à tous. Merci d'être venus. Bonne année, bonne santé. Euh, et puis bonne année, bonne santé. Prochaine.